Donc, cette communication s'appuie sur notre expérience de co-animation d'un groupe de supervision auprès de professionnels étudiants inscrits dans le cadre du master clinique de la formation au sein du département sciences de l'éducation et de la formation à l'université Paris-Nanterre. Ce parcours de master prend la suite du master formation à l'intervention et à l'analyse des pratiques professionnelles, dit master FIAP, que Claudine Blanchard-Laville a contribué à créer en 2005. Dans ce parcours, les étudiants se forment à développer leur posture clinique pour pouvoir expérimenter la construction et la conduite d'un groupe d'analyse des pratiques professionnelles à l'intention des professionnels du travail social, de la santé, mais aussi issus des champs de l'enseignement, de la formation et de l'animation. Le master fait partie de ce parcours qui est à visée professionnalisante. Et ce n'est pas un master recherche, bien qu'il ait été pensé lors de sa fondation comme très ancré dans une démarche de recherche. C'est un parcours de formation qui s'inscrit dans une approche clinique d'orientation psychanalytique, mais nous ne développerons pas ici en quoi consiste cette approche. Claudine Blanchard-Laville l'ayant très précisément fait hier matin lors de son allocution d'ouverture de ce colloque. Actuellement, nous sommes toutes les deux, Narges Guédat-Calabrès et moi-même, Laure Lafage, enseignante chargée de cours dans ce cursus. Pour Narges depuis 2012 et pour ma part depuis 2019. Notre recrutement s'est appuyé sur le fait que nous avons été, il y a longtemps, en 2007, étudiantes dans ce parcours et par la suite formées pendant plusieurs années dans des groupes de supervision par Claudine Blanchard-Laville. Toutes les deux, nous avons une expérience de co-animation, de groupes de formation et d'analyse des pratiques professionnelles dans une institution socio-éducative. C'est pour cette co-intervention, qui a duré plusieurs années, que nous avons bénéficié de la supervision de Claudine. Nous avons d'ailleurs écrit par la suite un article à 3 à propos de cette expérience dans la revue Cliopsy, intitulé « Un espace d'élaboration pour soutenir une pratique de co-animation ». Donc après ce préambule, nous vous proposons de développer les points suivants. Une présentation succincte du parcours formation à l'intervention et à l'analyse des pratiques, puis le module supervision clinique qui fait partie de ce parcours, ainsi que nos intentions de formation et de transmission dans ce module. Ensuite, nous présenterons des éléments des conditions de la co-animation et enfin, nous évoquerons ce que Claudine Blanchard-Laville nomme la transmission subjective du geste partagé et la manière dont celle-ci s'effectue pour transmettre aux participants la manière de tenir un cadre qui favorise leur sécurité psychique, la contenance du groupe, l'accueil et la transformation des émotions. Ce parcours de master propose aux professionnels étudiants des séances dites de supervision en groupe, dans lesquelles s'envisage et se travaille leur position d'animateur et d'animatrice. Ce travail s'effectue à partir de leurs expériences de mise en place d'un groupe clinique d'analyse des pratiques, tel qu'il est transmis dans ce master. Il vise à accompagner les étudiants à élaborer leur mouvement psychique convoqué par cette animation. Le parcours de la formation prévoit que le module de supervision soit suivi par les étudiants lors de la dernière année de leur master. 2 espaces de supervision sont suivis par eux en parallèle. L'un désigné supervision clinique, c'est celui que nous co-animons et dont il va être question dans cette communication, et un autre espace dit de supervision institutionnelle qui a été co-animé jusqu'à encore très récemment par 2 autres collègues, Françoise Hatchuel et Daniel Lance, qui ont témoigné de cette expérience dans un article qui est paru dans Connexion, la revue Connexion, en 2010. Soulignons ici que ces espaces de supervision représentent des unités d'enseignement qui ne sont pas notées, mais sont seulement validées dès lors que les étudiants sont présents à toutes les séances et exposent au moins une situation d'animation dans l'année. Le groupe se réunit 1 fois par mois pour une durée de 3 heures. Nous sommes assis sur des chaises installées en cercle, sans table. Personne ne prend de notes écrites pendant toute la durée de la séance, ni les participants, ni les animatrices. Les participants s'installent librement et les 2 animatrices s'assoient côte à côte. Il revient aux animatrices de distribuer et de faire circuler la parole. Il s'agit ici d'éviter toute tentation chez les participants, d'adopter une attitude empruntée à des situations de travail telles que les réunions d'équipe ou réunions de synthèse,
pendant lesquelles la spontanéité de la prise de parole serait gage d'implication dans les échanges. Cette règle que nous énonçons dès les premiers temps du groupe, au moment de la toute première mise au travail, rejoint ce qu'écrit Albert Namer dans son article intitulé « Clinique de la supervision, quelques réflexions sur la technique, là où se croisent psychanalyse, transmission et pédagogie », paru dans le numéro 36 de la revue journal de la psychanalyse de l'enfant en 2005. Nonobstant le fait que cet auteur, donc psychanalyste, supervise pour sa part des psychanalystes, ce qui conduit à une visée différente du travail, ses réflexions sur le cadre de travail rejoignent les nôtres lorsqu'il écrit qu'il est évident que le groupe ne doit pas se transformer en séminaire de discussion clinique ni en thérapie groupale. En effet, selon lui, la distribution de la parole influe sur le travail d'écoute et de pensée des étudiants qui ainsi s'en trouvent développés. Nous observons nous aussi que les étudiants apprennent à patienter et à écouter en associant librement et en interprétant mentalement. Et que, comme le note Albert Namer, cette écoute patiente et silencieuse est ainsi un exercice de la contenance et de la rêverie qui passe par l'effort de se taire tout en ayant envie de parler. Ce qui diffère de nombreux autres espaces où les paroles sont souvent évacuatrices d'une tension dans le groupe qui, une fois déchargée, ne sera pas élaborée. Il est à noter que les étudiants qui participent au groupe de supervision ont déjà intériorisé le dispositif et particulièrement cette règle de distribution de la parole. Ils ont en effet, pour la plupart, participé dans la première année de leur parcours de master à des groupes d'analyse des pratiques professionnelles à partir de l'élaboration de leurs tâches primaires. Nous rappelons que ces étudiants sont tous des professionnels souvent aguerris. De ce fait, ils n'ont plus les mouvements d'opposition qu'ils peuvent exprimer dans les premiers temps de la découverte de dispositifs, où ils ont eu quelquefois du mal à l'idée de se soumettre à cette règle de distribution de la parole, qui pourrait les renvoyer à une position d'enfant, voire d'élève, devant lever le doigt pour pouvoir parler. Ils ont déjà expérimenté les bénéfices de ce style de travail. À chaque séance, un étudiant présente une situation qu'il a vécue en tant qu'animateur d'un groupe d'analyse de pratique, exposé qui fera systématiquement l'objet, au cours de la séance suivante, de ce que nous appelons une reprise. Concernant le déroulé d'une séance de supervision, dans un premier temps, un étudiant fait récit librement de la situation qui l'occupe, et ceci sans être interrompu. Ensuite, le groupe pose des questions afin d'expliciter le contexte dans lequel se déroule la situation, d'éclaircir les zones d'ombre et d'enrichir le récit. Enfin, les étudiants et les animatrices émettent des hypothèses et proposent des liens par association pour permettre à celui qui a exposé de se décentrer et également de lui ouvrir des pistes de compréhension nouvelles. Lors de la séance suivante, la parole est de nouveau donnée à celui qui a exposé afin qu'il partage le cheminement qu'il a eu depuis la séance antérieure et qu'il fasse part de l'évolution de la situation dans la réalité ainsi que des éventuels déplacements psychiques internes qu'il a pu identifier en lui, en lien avec les hypothèses ou propositions qui lui ont été faites. Nous vous proposons ici une petite illustration. Karine demande la parole et indique qu'elle aimerait partager une situation qui la préoccupe dans le groupe d'analyse des pratiques professionnelles qu'elle anime dans une école de travail social. Ce groupe est constitué d'étudiants éducateurs spécialisés en cours de formation. Karine relate qu'une des étudiantes dans le groupe ne cesse de remettre en question le cadre du travail et qu'elle ne cesse de l'interpeller à propos de questions qui ne sont pas liées à l'analyse des pratiques. Ce qui a pour effet d'agacer Karine. Cette dernière explique au groupe donc, de supervision à quel point il lui est difficile de contenir son agacement, mais aussi l'agressivité que suscite chez elle les attitudes qu'adopte cette étudiante en question. Les questions que lui adressent les autres participants donc du groupe de supervision amènent Karine à expliciter très précisément son agacement. J'ai l'impression qu'elle cherche constamment à me prendre en défaut et cela me met très mal à l'aise. Elle explique qu'elle a le sentiment que c'est parce qu'elle ne sait pas bien poser les cadres de travail que le groupe ne parvient pas à l'investir.
Les associations et élaborations en groupe, donc de supervision, permettent à Karine d'identifier les liens que cette situation semble avoir avec son histoire personnelle et en particulier le rapport que Karine entretenait enfant avec sa sœur, qui, raconte-t-elle, avait le don de l'énerver parce qu'elle cherchait toujours à pointer la moindre erreur qu'elle pouvait faire et que celle-ci mettait tout en œuvre pour que ses parents le sachent. À la séance suivante, Karine reprend la parole pour le temps de reprise et rapporte la manière dont elle a pu tranquillement reposer le cadre de travail avec le groupe d'étudiants et insiste sur le sentiment de solidité intérieure qu'elle a ressenti lors de cette séance. Elle décrit la mise au travail du groupe et le plaisir qu'elle a pris à l'animation de cette dernière séance, insistant sur le fait qu'elle ressentait moins cette appréhension de faire n'importe quoi. Ce n'est que lorsqu'un participant en groupe de supervision a demandé des nouvelles de l'étudiante dont il avait été question que nous apprendrons que celle-ci n'est pas revenue dans le groupe. Cela ne semblait plus être la question de Karine, ce qui avait pu restaurer, elle avait pu restaurer sa posture pour accueillir le groupe d'étudiants sans crainte. On peut faire l'hypothèse que l'absence de l'étudiante a pu permettre à Karine d'être plus calme durant cette séance. Néanmoins, on peut penser que les élaborations ont produit cette modification dans la posture d'animatrice de Karine. Notons que le déroulé d'une séance de supervision est similaire à celui d'une séance d'un groupe d'analyse des pratiques, comme présenté par Claudine Blanchard-Laville dans son exposé hier matin. En revanche, c'est l'objet du travail élaboratif qui n'est pas le même. Au lieu d'élaborer des situations issues de leur tâche primaire, les professionnels étudiants élaborent des situations issues de l'animation de leur groupe d'analyse des pratiques. Alors, je vais maintenant évoquer des éléments des conditions de la co-animation. Contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, la co-animation d'un groupe clinique ne va pas de soi. Elle exige un intense travail d'élaboration de la relation entre les co-animateurs. Selon Albert Namer, dans l'article déjà cité, la co-supervision n'est possible que s'il existe des liens de confiance solides entre les deux analystes, donc pour nous co-animatrices, et s'il n'y a pas d'enjeu évident ou sous-jacent de rivalité. Comme dit précédemment, nous avons, Narges et moi, une longue habitude de travail à deux. Nous avons éprouvé un espace élaboratif de supervision, donc animé par Claudine, comme nous l'avons dit plus haut, pour nous aider à travailler nos mouvements intertransférentiels. Aujourd'hui, nous pouvons soutenir que nous travaillons en nous appuyant sur une forme de co-étayage qui a fait évoluer notre lien amical vers une relation professionnelle élaborée. Tout le travail de co-supervision que nous avons pu réaliser ensemble nous a permis d'identifier que notre binôme d'animation s'était constitué autour d'une modalité, au départ du côté d'une sorte d'enchantement sororal, et que cette modalité s'est progressivement transformée, faisant place à la reconnaissance de nos différences, sans pour autant aboutir à la destruction du lien entre nous, mais au contraire en construisant un étayage mutuel basé sur une fiabilité de l'autre, éprouvée et construite. C'est sans doute, et avant tout cette fiabilité éprouvée entre nous, en tant que binôme d'animation, qui a des chances de garantir une contenance et sécurité au groupe que nous animons. Car cette fiabilité contribue à réduire le risque pour le groupe d'être le lieu dans lequel pourraient s'agir nos potentielles rivalités. On peut ajouter que ce lien apaisé entre le couple d'animatrices peut-être assurer aux participants qu'il n'y a pas d'espace pour les rivalités d'ego ou jouer la question de la concurrence entre eux vis-à-vis des animatrices. Ce qui a plutôt pour effet de renforcer les liens de confiance à l'intérieur de leur groupe, liens pour lesquels les participants ont toujours une réelle préoccupation. Ces liens groupaux de confiance, intériorisés pour chacun, deviennent en miroir une forme de support interne pour eux, pour soutenir à leur tour les liens qui relient les participants des groupes qu'ils animent eux-mêmes. Je voudrais maintenant présenter quelques éléments de notre matière de nous préparer à l'animation de ce groupe de supervision. Nous nous retrouvons 1 heure avant le début de chaque séance afin de nous mettre en quelque sorte au diapason sur un plan psychique. Nous prenons des nouvelles de l'une, de l'autre pour nous rétablir une enveloppe psychique qui contienne notre binôme dans la perspective de cette co-animation à venir.
Puis, nous en venons à reprendre par la remémoration à partir des quelques notes d'après-séance, des élaborations des étudiants, en particulier de ceux qui seront invités à reprendre la parole. Nous sommes également attentifs au fait que sur l'ensemble des séances, chacun aura à présenter une situation et vérifions que le découpage du nombre de séances restantes par rapport au nombre d'étudiants restants pour présenter une situation. Nous ouvrons ensuite la salle afin que les étudiants installent les chaises en cercle et nous rejoignons le groupe quelques minutes avant l'heure. Avant de débuter le travail à proprement parler, nous nous préoccupons avec le groupe des personnes absentes qui ont prévenu d'un éventuel retard ou de l'absence effective de l'un d'entre eux. C'est une manière pour nous de rétablir l'enveloppe groupale. Pour notre part, au moment de la pause, nous prenons également un temps pour échanger sur nos ressentis quant au travail qui vient de s'effectuer dans le groupe. Cela nous amène parfois à nous réajuster et à nous relier psychiquement, à reprendre soin de notre lien et à réharmoniser nos ressentis qui peuvent être parfois différents. Enfin, nous prenons un temps plus ou moins long après chaque séance pour prendre des notes factuelles sur les situations qui ont été présentées, mais aussi à propos de nos ressentis respectifs, de nos émotions qui n'avaient pas lieu d'être exprimées dans le groupe, par exemple, de l'agacement ou bien des interprétations qui n'ont pas eu lieu d'être proposées. Cela constitue une sorte de sas pour savoir comment nous nous sentons chacune vis-à-vis du travail effectué avant de nous séparer. Nous estimons que les espaces de supervision sont indispensables à des animateurs débutants, car nous faisons l'hypothèse que c'est dans la transmission du geste partagé au sein de ces espaces qu'ils progressent dans l'adoption d'une posture contenante, sécurisante et en même temps facilitante pour le travail psychique des futurs participants de leur groupe. Dans la position d'un animateur de groupe clinique d'analyse des pratiques professionnelles, il s'agit de transmettre non pas des savoirs, mais plutôt de transmettre une pratique faite de gestes, de postures, par exemple. Le geste d'animer un groupe est celui de tenir un cadre clinique, des positions pour lesquelles il est souvent question d'exercer nos capacités élaboratives. Ces gestes-là ne s'enseignent pas, mais néanmoins, ils s'apprennent, ils se transmettent. Et c'est ce que Claudine Blanchard-Laville a nommé la transmission subjective du geste partagé. Elle écrit, c'est grâce à l'engagement en acte dans le geste partagé que l'un des protagonistes peut transmettre ce geste à l'autre. C'est dans la mesure où ceux avec qui nous avons été inclus dans l'effet subjectif servent ainsi d'exemple, non pas tellement par leur charisme ni leur qualité, mais par la façon dont ils se rapportent à cette subjectivité partagée et par leur engagement à la soutenir. Il est aujourd'hui important de transmettre la capacité à exercer différentes fonctions, comme instaurer un cadre contenant, donner un sentiment de sécurité aux participants d'un groupe, ne pas juger les conduites qu'ils nous rapportent, etc., tout en les exerçant. Pour cela, ces fonctions doivent pouvoir être introjectées par les participants du groupe. Autrement dit, le cœur du geste de transmission consisterait à favoriser chez l'autre sa capacité d'introjection. Cela rejoint Pierre de Lyon lorsqu'il écrit « Transmettre nécessite une rencontre et la transmission est avant tout une transmission d'expérience, non pas sous la forme « je te montre comment faire », mais plutôt sous celle de l'expérience partagée. Nous vous remercions pour votre écoute.